Donc je me présente, donc Jean-Baptiste Gutertz, Jean-Baptiste JB, ça suffit. Donc je suis toujours à 42, mais ça fait 1 an et demi que je n'ai pas mis les pieds ici. Et pourquoi? Parce que je suis maintenant CTO dans ma boîte. Et donc je viens un peu vous parler de ce que j'ai découvert, le monde du web et tout ça. Pour introduire ça, je pourrais vous dire que ce lundi, j'ai déjeuné avec un mec, un vétéran du développement. Il avait 50 ans et il a commencé dans les années 80 à développer. Et ce qui était marrant, c'était un mec qui était féru des logiciels. Et aujourd'hui, c'est un peu un maître dans l'architecture web et tout ce qui s'ensuit. Ça introduit un peu tout ce dont je vais vous parler. Parce que au final, faut voir le web comme une continuité de ce qu'il y avait avant et non pas comme un méchant loup qu'on doit éviter dans la bergerie. Donc voilà. Et donc, pour ça, j'aimerais vous parler quand même des rumeurs qu'on en a ici à 42. Parce que moi, j'étais là aussi avant et je sais très bien que quand on cherche un stage, par exemple, la première fois, on te dit le web, c'est mort, quoi. N'y va pas, il y a que ça qui te prend, mais en vérité, c'est nul. Bon, et ça, c'est pas forcément vrai. Et c'est un peu, ouais, on se retrouve sur Slack et puis il y a le mec qui te dit faire du web, bah non, le mec, t'es fou, quoi. Et moi, je l'ai eu. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai voulu faire mon stage. Bon, je faisais comme beaucoup de C, etc. Et puis les stages, je voyais pas grand-chose à part du PHP, un peu de Python, machine learning pour ceux qui ont de la chance, et généralement sont pas pris, il faut un peu d'expérience. Donc on se retrouve avec les autres qui rigolent au nez, mais pour des fausses raisons. Parce que c'est pas si mauvais que ça d'en faire, et au contraire, c'est vraiment une source aujourd'hui où on peut avoir énormément de métiers et on peut être autant intéressé par ça qu'avant le génie logiciel. C'est-à-dire que on va pas s'ennuyer, quoi. Ça, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc, pour refaire un peu le tour, ce que je vous disais, c'est que avant on était sur du logiciel. Et on était sur le logiciel du genre Excel. Le genre Excel, aujourd'hui, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Google. Aujourd'hui, tout le monde utilise Google Sheet, tout le monde utilise cette solution, et qu'est-ce que c'est? C'est du web. Alors oui, ok, c'est du langage qui a été fait par Google parce qu'eux, ils sont super forts, ils ont beaucoup de devs, ils ont du temps. Donc ils sont pas comme les startups où on essaie de faire de l'exec et sortir tout ce qu'il faut. Donc eux, ils ont leur propre langage. Donc même si ça se rapproche du JS, ça reste quand même inhérent à Google. Mais vous avez d'autres choses, comme par exemple une plateforme que vous connaissez bien. Donc c'est Twitch, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Twitch, c'est codé en quoi? C'est codé en Go. Le Go, qui est aussi, je pense, un langage très intéressant. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que on peut faire du web et coder sur des langages qui sont tous intéressants. On va pas forcément faire du PHP. Avant, c'était peut-être le cas, plus maintenant. Et je peux vous en donner plein des exemples. Je peux vous donner l'exemple de Google Agenda aussi, qui lui, par contre, a été codé en Java. Donc, vous pouvez faire du Java dans le web, vous pouvez faire du Go, vous pouvez faire du Ruby chez GitHub, vous pouvez aussi faire du Python chez Cora, vous pouvez faire aussi du C# sur Stack Overflow. Ça, on aime bien. Donc, il faut voir que à l'époque, là où on se disait que le web ne faisait que reprendre des langages un peu pourris, etc. Moi, je vous donne des exemples quand même. On fait un peu ce qu'on veut, quoi. Sauf du C++. C'est un peu compliqué. Et encore. Et au fait, si vous voulez m'interrompre pour quoi que ce soit, interrompez-moi. Posez-moi vos questions. Hein. Je dis ce que j'ai préparé, mais alors dès que vous avez une question, n'hésitez pas. Hein.
Et ensuite, vous avez cette boîte, alors vous la connaissez peut-être pas, parce que c'est la mienne en fait. Nous, on fait quoi par exemple? On fait du React Native. Donc, ça aussi, c'est du web. Et ça reste aussi un langage qui est très récent et qui reste aussi intéressant. Je parle pour votre activité intellectuelle, pour vous dégourdir les neurones que d'autres. Du coup, c'est un peu un signal de détresse que j'envoie. C'est un peu, il faut se réveiller quoi. C'est-à-dire que n'allez pas penser que faire du web déjà va faire en sorte que plus tard vous n'aurez pas de boulot. Autre part que dans le web. C'est-à-dire que le web, vous faites des langages qui sont utilisés partout. C'est-à-dire que si vous faites du Python pour faire du web, derrière pour faire du machine learning, il y a quand même un gros lien. Alors oui, vous n'avez jamais fait de ML, mais ce sera comme le web, vous allez prendre des outils, vous allez apprendre à vous en servir, et vous laisserez aux mathématiciens le soin de faire les algos, et ce ne sera pas à vous de les faire. Du coup, moi je vais vous présenter un peu les métiers que j'ai dans ma boîte, donc ça s'appelle Nobo. Donc j'ai commencé il y a 1 an et demi avec eux. Eux, ils ont commencé il y a 1 an et 7 mois, donc je les ai rejoints 2 mois après. On a fondé donc Nobo pratiquement en même temps, quoi. Moi, je m'occupe de la partie tech. Et il y en a un de mes associés s'occupe de la partie financière et l'autre de la partie marketing. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est ce que je propose aujourd'hui, alors qu'on est encore tout petit. Ce que j'ai envie de proposer demain, alors qu'on sera encore pas très gros. Et tous les autres métiers que vous allez pouvoir voir dans toute la sphère du web. Et vous allez voir, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que aujourd'hui, grâce à la boîte, je côtoie énormément de monde qui font la même chose que moi. Ou peu ou prou la même chose que moi, qui essayent de monter leur boîte ou qui ont plein d'idées pour faire du web, etc. Et donc, on a une assez large vision sur ce qu'on peut faire. Et vous allez voir qu'il y a quand même de quoi trouver son bonheur. Donc en fait, aujourd'hui, voilà. Moi, ce qu'il y a, il n'y a pas grand-chose. Hein. Nous, on fait ça. C'est pas dit que tout le monde fasse ça. En fait, personne ne fait forcément la même chose. Chacun choisit. Ouais. Ah, très bien. Bon, pas de micro. Il faut que je lise. Ah oui, effectivement, ça rend pas très bien sur mon ordinateur. C'est très bien, vous voulez voir. Donc en fait, on fait du développement mobile. Le développement mobile, il est en React Native. Ça, je dis. Ça permet une couche hybride très facile. Merci Facebook. On a du développement gros sac qui lui sert à faire tout ce qui est à faire venir soit des clients, soit des gens qui travaillent pour nous assez facilement. Donc choper du lead, comme on dit en marketing. Ça c'est en Python JS. Donc c'est que scrapping, crawling, etc. Énormément de choses portées sur comment je vais prendre l'information chez les autres, dans la légalité des choses. Ensuite, on fait du full stack pour tout ce qui est le back. C'est en gros la solution logicielle qui avant on faisait en C. Maintenant, on peut le faire en PHP. Alors moi, je le fais en PHP, c'est un peu barbare. On va changer. Pour l'instant, c'est comme ça. Et ça nous sert d'avoir pour l'outil de gestion générale de la boîte. Voilà. Apparemment, il faut parler avec le micro. C'est juste pour savoir vers quelle technologie vous allez vous tourner côté back. Côté back, on va faire du Node. Ouais. On va faire du Node. On est en train de changer sur ça. Alors, pourquoi ? Ça peut être une question. Pourquoi est-ce qu'on change aujourd'hui ? C'est parce que dans la sphère du web, beaucoup de gens, je pense la majorité des personnes que vous êtes, vont faire du JavaScript. Parce que c'est dynamique, c'est temps réel, c'est trop bien, tout le monde en fait. Et qu'il y en a énormément de frameworks qui descendent des gros, Google, Facebook et d'autres, donc que je zappe aujourd'hui, qui
permettent d'avoir un écosystème de développement sur ça qui en tout cas nous donne envie et nous facilite la vie. Voilà, donc du Node.js avec du React.js, pour être plus précis. On fait du React Native, donc pour rester un peu dans la même cohésion, même cohérence. Et comme vous pourrez avoir dans d'autres boîtes, l'autre boîte que j'ai vue faisait du Vue.js. J'en ai vu une autre récemment, Meteor.js. Enfin, voilà, c'est juste pour ce qu'il y a là, c'est vraiment pas pour vous dire qu'est-ce qu'il y a dans une boîte, c'est dire, regardez-moi, ça fait 1 an et demi, voilà ce qu'on prend pour développer, et regardez ce qu'on va faire demain, et regardez qu'est-ce que tous les autres font. Et donc les métiers de demain chez nous, il y aura du front-end sûrement, donc React.js, il y aura du machine learning, donc Python, TensorFlow et tout ce qui suit, du big data, analyse, de l'admin 6 pour faire de la stratégie backup, stratégie, tout ce que vous voulez pour vos serveurs. S'il y a des choses que vous ne voyez pas de quoi je parle, interrompez-moi. Hein. Parce que quand on est dans le nez dedans, des fois, on se rend pas compte. Donc on peut faire du gros sac aussi, mais avec des doctorants qui, eux, vont plus avoir un esprit recherche et développement. C'est une autre manière d'approcher les choses. On peut faire de la recherche sur ça. On n'est pas obligé seulement de coder toute la journée, faire de l'exec, surtout que c'est même pas comme ça en vérité, mais on a une approche qui peut être vue sous différents angles. Du gros front, alors ça c'est l'expertise SEO. Parce que, alors moi, quand on a aujourd'hui, comme vous le savez, on est tous sur la toile, et donc du coup, on se bat tous les jours, non pas à coups de matraque, mais à coups de SEO. Et ça, c'est un peu la bataille de tout le monde pour se faire référencer sur Google et être les premiers et pouvoir vendre son produit, son panier, son caddie, son microphone ou nous, des femmes de chambre. Et après, j'ai lancé, donc voilà, tout ce que moi je ne ferai pas, mais qu'il y a. Alors, vous ne voyez rien, mais en gros, ce que je vais pouvoir vous dire, c'est qu'il y a tout. Ce qui m'a traversé l'esprit en 30 secondes, et j'ai pas fait plus parce que sinon, après, ça allait être tout vert. Et c'est pour vous montrer un peu tous les métiers qu'il y a. C'est-à-dire que vous avez des métiers, qu'est-ce que je peux voir? Le logiciel embarqué, évidemment, mais qui est maintenant géré avec les flux réseau, etc. Donc ça, c'est en C. Vous avez tout ce qui est développement sur tous les frameworks possibles et imaginables. Donc principalement aujourd'hui Python, JS, PHP, Java, avec Spring. Vous avez tout ce qui est au niveau de... Alors je regarde un peu tout ce que j'avais mis, que ça c'était quelques temps. Oui, tout ce qui est mobile, effectivement. Donc vous pouvez avoir du natif avec de l'iOS, avec du Swift. Vous pouvez avoir de l'Android, Java, encore une fois. Vous pouvez avoir donc de l'hybride, comme nous on fait. On peut avoir du Ionic, on peut avoir de la React Native, on peut avoir tout ce que vous voulez. Et en gros, il ne faut pas se dire, une fois que vous avez commencé un truc, vous ne pouvez pas faire autre chose. Parce que c'est... Le web, c'est tous les 3 ans que ça se renouvelle, quoi. Donc si demain vous faites quelque chose, vous inquiétez pas, il y aura toujours une porte d'entrée pour faire autre chose. Et c'est ça qui est bien. Enfin, moi personnellement, c'est ça que j'apprécie énormément, c'est-à-dire que on se remet tous les jours en question, on se remet tous les jours, on est là pour apprendre de nouvelles choses. Et je pense que c'est un peu tout ce qui nous réunit dans cette école aujourd'hui, c'est cette envie à chaque fois de vouloir apprendre, de vouloir se dire ah tiens comment on fait ça, tiens j'ai trouvé d'autres manières, et toujours progresser dans cette dynamique. Et c'est pour ça que le web, de ce que j'en ai tiré aujourd'hui, m'a permis de m'épanouir, en tout cas, on va dire intellectuellement, c'est un grand mot, mais c'est en gros, j'ai pas de souci à me faire, si j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, j'en apprends. C'est limite, faut que j'arrête des fois d'apprendre, fasse plus d'exec, etc. Donc c'est un peu une montagne dont il faut gratter la surface pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Contrairement à d'autres métiers où vous pouvez très vite saturer. On n'a pas d'exemple qui me vient à l'esprit. Dans le développement, vous avez tout ce qui est, par exemple, Thales, qui recrute énormément de personnes, par exemple, pour faire leur super radar d'avion.
Alors c'est fait en Fortran, il me semble, si je me rappelle bien. Un langage qui fait déjà un peu peur. C'est de la connaissance métier, c'est pas vraiment du développement. Et donc du coup, vous allez trouver très vite votre limite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas beaucoup de jeunes, parce qu'il n'y a que des vieux là-bas. Bon, déjà que le langage est pas cool, mais en plus, c'est de la connaissance. Surtout au niveau du métier. Donc là, vous allez, je pense, vous ennuyer un peu. Contrairement à ce qu'on pourrait trouver ici. Euh, Pas de questions? Toujours pas. Je continue. Ah oui, j'avais oublié. Bon, j'allais vous demander qu'est-ce qu'on faisait chez Google, mais je l'avais dit en début. Vous pouvez aussi avoir des langages qui n'existent même pas ici, parce que si vous êtes bon, chanceux, ou je ne sais pas, vous avez des bonnes relations, chez eux, ou même chez d'autres, hein, ou chez Facebook, enfin tous les gros du secteur informatique, ou les grosses ESN, vous pouvez avoir des langages qui n'existent même pas ici. Et encore une fois, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça super kiffant. Moi je rêverais que plus tard je puisse dire je suis Nobo, on a fait un super langage. Bon, ce sera jamais le cas, je pense, mais que c'est pas notre boulot. On fait pas de l'informatique, mais c'est des choses appréciables, je pense, quand on est dev. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, je suis désolé. Ah oui, donc là, les stacks du web. Alors là, je vais vous parler un peu. Euh, Là, je vous ai tout donné, les métiers un peu en mode bourrin, pour vous montrer qu'il y en avait plein. Maintenant, vous avez compris que vous en avez plein. Et je vais vous parler un peu des stacks. Parce que quand on vous dit, oui, mais je veux un développeur full stack, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire, je suis un développeur full stack? Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Partagez-vous le micro. C'est du front au back-end au final. On fait tout quoi. Full stack, c'est qu'on peut intervenir sur n'importe quelle partie du site quoi. Ouais, Sur les serveurs, sur ouais, voilà. l'interface machine, en fait sur tout quoi. Surtout. Et le tout est vaste. Exactement. Mais c'est pas du front au back. Parce que le front, c'est cette couche-là. Donc vous allez pouvoir prendre des frameworks que je donne là, un Materialize, Bootstrap, Foundation, c'est les plus connus, hein. Là, je vais mettre que les plus connus, hein. Il y en a plein d'autres. Vous les connaissez même sûrement mieux que moi, ou je ne sais pas. Moi, je mets ceux qui sont les plus connus. Et donc, ce dont tu m'as parlé, c'est ces deux couches-là. Donc, on a la couche au-dessus, qui est la couche front, et la couche en dessous, qui est la couche back. Mais avec aussi Docker et tout le reste, en fait tout. Et voilà. Full Et stack, c'est tout en et fait. c'est là où il faut bien comprendre que quand on dit qu'on est full stack, c'est que on n'est pas seulement sur le front et le back-end. Parce qu'on dit, ouais, je veux un développeur back-end, un développeur front-end. Mais ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où si vous faites que du front-end ou que du back-end, vous allez souvent vous dire, mais je me limite à ça. Mais en fait, ça n'a plus vraiment de cohérence, en tout cas pour moi, aujourd'hui, de dire qu'on est full stack. Ou du moins, ça veut dire que vous avez une expertise qui est quand même de quelques années pour pouvoir prétendre, parce que moi-même, je ne prétends absolument pas être encore full stack, tellement il y a de choses à prendre en compte, et tellement, en fait, ça peut aller loin. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous montrer. C'est-à-dire que on a du front-end, effectivement, avec tout ce qui est ce que vous voyez pour vos utilisateurs. Vous avez tout ce qui est back-end, qui est pour vous la gestion de tout ça. Donc là, j'ai mis quoi? J'ai mis du Node, du Django, du Symfony, hein, des trucs super basiques. Vous avez la couche serveur. Donc là, la couche serveur, vous pouvez l'avoir avec Apache 2 ou Nginx, c'est les plus connus, les plus utilisés. Après, vous avez des surcouches et sous-couches, que ce soit avec les VM et tout ce qu'il faut, Docker, ce que vous voulez. Vous avez en dessous encore la base de données. Donc là, c'est encore une stack. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être plus tard un expert base de données SQLite. C'est très possible. Vous allez aller dans les boîtes, vous allez dire, voilà, vous avez une base de données comme ça. Moi, je suis un expert. Vos trucs, moi, je donne des performances de ouf et je fais en sorte que votre boîte, au lieu de mettre 50 ans à délivrer l'information, elle se met seulement une seconde. Bon. MySQL, MongoDB. Après, vous avez donc ce dont je vous avais parlé, les sous-couches Docker VM qui permettent de monter vos serveurs virtuels qui vont
être une autre couche aussi. C'est-à-dire que savoir comment vous allez pouvoir, là c'est l'admin 6 plutôt, comment vous allez pouvoir avoir une solution, parce que dans le web c'est ce qu'on cherche, une solution qui soit persistante, scalable, etc. etc. Parce que aujourd'hui, le plus important, c'est vraiment de pouvoir développer des choses qui ne vont jamais tomber. Et c'est-à-dire que si un jour il y a un problème sur votre serveur, que l'autre prenne le relais. Et il y a un nouveau truc, d'ailleurs à 42 j'ai vu, je suis allé par hasard, il y a un nouveau sujet là-dessus où on prend chez IBM 10 VM ou je sais pas quoi, et on peut apprendre à faire ça pendant 2 mois et demi. C'est ça. C'est comment gérer vos serveurs et faire en sorte que rien ne tombe et tout soit en vie tout le temps. Et qu'on ait une génération de flux. Par exemple, vos utilisateurs arrivent sur un serveur, comment vous faites pour que la moitié soit sur une de vos VM, qui est une réplique d'une autre de vos VM, et comment vous faites pour gérer le flux, pour répartir le flux à 50-50, par exemple. Vous faites ce que vous voulez. Et donc, ensuite, oui, vous avez toutes les stacks qui sont les liens qui vont pouvoir transiter. Ça peut être donc tout ce qui est blockchain, même si eux-mêmes ont cette stack-là. Vous avez tout ce qui est après, ah oui, j'allais dire les API, mais je les ai même pas mises, parce que c'est une stack de ça, mais qui permet de communiquer. Quel est le plus important en fait? Ça, c'est la question que je pose en tant que personne qui aujourd'hui sans ça ne pourrait pas vivre dans la boîte où je suis. Quels sont, à votre avis, qu'est-ce qui est en haut de tout ça et qui est le plus important? Oui, il a le design. Le produit, c'est ce que je propose. Serveur sur lequel ça tourne? Non. Ouais, j'ai entendu. Le client. Ouais, c'est le client. L'expérience utilisateur, c'est ce qui va te permettre que ton client soit content. Mais ce qui est le plus important, c'est comment tu vas faire ton expérience utilisateur, c'est en fonction du client, toujours. Et l'expérience utilisateur, tu vas la faire grâce à ton front-end. Je suis d'accord, c'est peut-être comme ça que tu le pensais, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout ce qu'on fait, de toutes les manières, ça n'a qu'une vocation, en tout cas pour moi, parce que sinon je pourrais pas vivre, c'est de satisfaire le client. Entre guillemets, le satisfaire ou lui donner mes règles et choper les clients qui respectent mes règles. Peu importe, selon votre pédagogie de côté market, ou dans la boîte où vous allez, ou je ne sais pas, pour ceux qui veulent monter une boîte. D'ailleurs, qui est-ce qui voudrait monter sa boîte plus tard ici? Est-ce qu'il y en a une, deux? Un peu quand même. Ouais, c'est toujours ça le plus important, quoi. C'est comment vous allez pouvoir faire en sorte que même si ici c'est un peu merdique, que votre client soit satisfait. C'est toujours le plus important. Et c'est ça qui va pouvoir faire en sorte que vous ayez à manger le soir dans votre assiette. Du coup, avant de passer aux questions, j'ai un dernier point sur lequel je voudrais aller, que j'ai déjà abordé, c'est un peu le côté historique de la chose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que donc là je mets hier, en fait c'était le soft. Hier on faisait beaucoup de soft, mais hard, pardon, de soft qui sont directement codés en C avec une solution logicielle que tu installes avec un .msi ou un .exe sur ton Windows ou avec tes paquets Mac, etc. Donc ça, c'est ton soft. Hier, on faisait ça en C, on faisait ça comme ça. Et qu'est-ce qui a changé le fait qu'on fasse plus ça? La réponse est tout bête, mais share the microphone. Allez-y. Non. Que tu peux. Le fait de collaborer, peut-être? Notamment, je pense à Google Sheets, etc. Là. Alors, le fait de collaborer, ouais, mais qu'est-ce qui nous a permis de collaborer, en fait? C'est Internet, ouais. C'est Internet. Et en fait, c'est là où il faut voir qu'il y a une rupture vraiment nette et que
c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui on en est avec les softs qui ont tous transité vers tout ce qu'on appelle des méthodes SaaS, des méthodes cloud, Cloud Foundry, merci AWS et IBM. Toutes ces choses qui aujourd'hui nous permettent de communiquer beaucoup plus facilement, de pouvoir générer un flux de données entre nous qui soit constant, rapide, et donc on n'a plus besoin d'avoir des machines, des serveurs installés dans nos grosses usines comme dans les entreprises du CAC 40 aujourd'hui qui font tourner des Excel qui sont partagés entre les employés pour faire leur boulot. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous allez dans toutes les entreprises du CAC 40, je vous garantis qu'elles fonctionnent toutes comme ça, majoritairement. Louis Vuitton fait des progrès. Toutes, j'exagère. Beaucoup en tout cas. Et aujourd'hui, c'est donc l'Internet qui a fait qu'on a pu arriver à là. Et il faut quand même voir que même si c'est ce qu'il y a aujourd'hui, ça veut pas dire que demain sera forcément comme ça. Donc moi, la question, c'est qu'est-ce qui va y arriver demain ? Ça aussi, c'est très facile parce que vous connaissez tous la réponse. Qu'est-ce qui fait que demain, on va encore changer d'air ? Non ? Ouais, nouvelle technologie, laquelle exactement ? Non. Ouais, ça fait partie. Ouais, c'est ça. C'est l'AI. C'est ce qui va entrer en jeu. Donc, en plus, notre directeur en parle très très bien, hein, Sadirac, qui passe souvent sur BFM Business ou autre pour en parler et de l'avenir de 42 à ce niveau-là. C'est qu'est-ce qu'il y aura demain, quoi. Et là, je vous pose la question. Parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas encore, on a plein de pronostics, on a plein de mises en garde, on a plein d'idées, mais en vérité, personne ne sait. Tout comme on ne savait pas qu'Internet allait faire ça. On ne savait pas qu'avec Internet, on allait arriver à ce niveau-là de partage et de déploiement au niveau logiciel. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer plus tard, mais il va se passer un truc. Et on sera tous au cœur de ça, vu que c'est nous, c'est vous qui allez faire en sorte qu'il se passe des trucs. Et vous serez des vétérans, on vous dirait que vous codez en Python, et peut-être qu'on vous regardera comme vous regardez les gens qui codent en Fortran. Je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'était un peu le message que je voulais faire passer, parce que c'est l'expérience que j'en ai retirée aujourd'hui. Ça fait pas longtemps, hein, ça fait 1 an et demi, mais tout de même, c'est un truc qui au début me faisait un peu peur. Je me disais, j'avais jamais fait de web de ma vie. Jamais. J'arrive dans la boîte, on me dit, bah, tu vas faire du web. Je fais, ok, de toute façon, j'ai envie de faire la boîte, donc on va en faire. Et au final, ça a été une source d'épanouissement. Ça a été vraiment pas une révélation, hein, mais en tout cas, ça a été un kiff. C'est-à-dire que j'ai vraiment kiffé faire ce que j'ai fait. Et aujourd'hui encore, je me suis planté sur certaines choses, je refais les autres choses, j'essaie d'améliorer. Bon, c'est l'histoire de toute start-up, hein, de toujours se renouveler, se repositionner, et à chaque fois essayer de se repositionner pour aller plus loin. Mon message étant passé, j'aimerais savoir s'il y a des questions, que ce soit sur le web, que ce soit sur ma petite entreprise ou ce genre de choses. Ouais, du coup, t'as pas présenté Nobo, et est-ce que tu peux présenter vite fait ce que vous faites ? C'est vrai. Alors Nobo, aujourd'hui, pour vous donner le discours, on propose de l'entretien du domicile et du linge haut de gamme chez les particuliers. Donc en gros, on embauche des gens chez nous en CDI, qui sont des femmes de chambre issues de l'hôtellerie, et on les met chez les particuliers. Et donc moi je m'occupe de la partie tech, donc tout ce qui est gestion de planning, tout ce qui est gestion opérationnelle, parce que c'est un gros point quand on a beaucoup d'hommes, parce que nous on a beaucoup d'humains chez nous, et la gestion opérationnelle, donc là ça passe par les applications mobiles internes, etc., que vous ne verrez sûrement jamais, mais qui nous permettent de pouvoir faire en sorte que tout fonctionne, quoi. Je crois qu'il y a le micro qui est demandé derrière.
Après 42, tu as fondé directement donc ta boîte en associé ou tu as fait d'autres choses avant? Alors, j'ai même pas terminé 42, hein. Je suis level 8, je crois. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 42 pendant 6 mois à fond, hein. Je venais là tous les jours pendant 12 heures. Après, j'ai fait une pause. Je suis allé chez moi, je me suis enfermé, j'ai pris du Python, j'ai fait du machine learning. Et après ça, j'ai un ami en commun que j'ai rencontré à 42 qui m'a mis en relation avec les personnes avec qui aujourd'hui je suis associé et avec qui on a fait Nobo. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, avant de coder, j'ai fait plein de choses. Enfin, plein de choses. J'ai fait des choses. Mais à partir du moment où je suis rentré dans le 42, j'ai juste fait le cursus. J'ai fait mon délire en machine learning. Et après, j'ai eu une mise en relation. Et j'ai fait, c'est ce que je veux faire. Donc j'ai vite terminé mon projet pour clore le premier cercle et partir en stage. Je me suis pas fait payer, mais je suis parti en stage. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. C'est entre les deux phases. C'est-à-dire au moment où je rentre à 42 et le moment où je suis dans la boîte, c'est ça? Ouais, ok. Le micro. On voit les rugbyman ici. Ouais, c'est juste par rapport à ce que tu disais du fait que vous vous occupez d'énormément de choses, opérationnellement parlant, des plannings, etc. Et vous êtes plutôt du genre à tout développer en interne ou vous avez quelques SaaS que vous utilisez dans la boîte, genre lesquels? Alors, nous, personnellement, moi, j'ai fait le choix de pas utiliser de solutions qui existent déjà, effectivement. J'ai fait tout en interne. Alors, c'est pas forcément la meilleure solution. C'est une solution, c'est pas forcément la meilleure. On a fait un choix, on s'y est tenu. Parce que la vie de tous les jours, c'est on fait des choix, après, qu'ils soient bons ou pas, on continue. Si on a fait les choses en interne, ce qui m'a fait prendre cette décision, c'est qu'on a aujourd'hui dans notre marché quelque chose d'ultra spécifique et de très 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 vieux. C'est-à-dire que vous prenez tous les concurrents de notre marché, donc nous on a un service à la personne, on fait du ménage. Si vous prenez tous les concurrents du marché, en fait ils sont tous encore avec des fichiers Excel ou genre de bêtises, et ils n'ont pas vraiment de solution et de vision long terme sur le côté technologique de la chose. Et donc il n'y a pas de solution SaaS qui répondait fondamentalement à nos besoins. Il n'y avait pas de solution qui répondait fondamentalement à nos besoins aussi côté ERP, côté CRM. Enfin, du coup, on a pris la décision de prendre plus de temps, mais potentiellement d'avoir quelque chose de beaucoup plus adapté et surtout qu'on puisse facilement améliorer. Voilà, c'est bon. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Cool. Tu disais que tu avais rejoint la boîte 2 mois après vraiment la fondation du truc, mais j'imagine que d'un point de vue technique, rien n'était mis en place. Ou c'est toi qui as tout créé. Et combien de temps il a fallu pour que tout soit opérationnel et que vous puissiez vraiment commencer à... Mais rien n'est opérationnel aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est la bonne réponse. C'est une bonne question. En gros, quand on prend quelque chose comme ça depuis zéro, on n'aura jamais terminé, on n'aura jamais... on peut pas terminer. On n'aura jamais quelque chose de vraiment opérationnel, ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est l'entreprise, elle fonctionne, je veux dire, et vous avez des employés qui vont justement à domicile. Donc, alors, quel a été le moment où vous vous êtes dit, c'est bon, on peut faire le lancement d'un point de vue technique? C'est au moment où vous avez lancé les applis, au moment où... Comme je viens de dire, en fait, on n'a jamais eu de moment où on a commencé. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'au début, on prend des Google Sheets et on se débrouille. Et on a fait ça. On a pris, tiens, il y a un client, comment il s'appelle, on l'a mis. Puis on s'est rendu compte, mais ce serait bien quand même de savoir qu'est-ce qu'il fait. On a fait un autre Google Sheet pour ça. En ce temps-là, moi, je codais un truc. Eux, ils ont continué. Ils ont monté leur base comme ça, où ils ont pu appeler le client. Ah, vous appelez madame, tac, 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 qui rentre dans le Google Sheet. Et puis après, ils ont fait, JB, il nous faut ça. Et après, voilà, tu commences à développer par rapport aux besoins et par rapport à l'expérience qu'a ton équipe. C'est-à-dire que ce sera toujours ça. C'est-à-dire que tu as une expérience de ton équipe qui t'est relayée, et toi, tu vas faire,
Donc en fait, ce qu'on a fait là, ça va pas, faut l'améliorer de telle manière, et tu vas le faire. Et c'est là où le web, quand je disais, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la scalabilité, c'est-à-dire que comment tu vas être capable de pouvoir améliorer et t'adapter aux changements perpétuellement quand ils arrivent. Et ça, c'est le plus important. Et c'est pour ça que je te dis, en vérité, opérationnel, non. Si tu veux, on a sorti des applications pour les femmes de chambre, et valets de chambre, mais on n'en a pas encore des valets. On a quelqu'un qui s'appelle Gouvernante qui manage ces femmes de chambre. Son application sort dans 2 semaines. Ça fait quand même 1 an qu'elle est là. Enfin non, ça fait 1 an qu'on fait son boulot, quoi. Au début c'est nous, après c'est elle, on en embauche, etc. Donc c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours on bootstrap, on se débrouille. Si demain il y a une merde parce qu'il y a un problème technique, parce que c'est mal développé, c'est pas grave. On va le rectifier et on va gérer la merde qui est arrivée. Et c'est tout le temps comme ça. C'est en tout cas au début. Là on est encore à la phase 1, on va commencer à rentrer dans la phase 2, mais pas encore. Je pense qu'on a encore 1 an comme ça. 1 an à se dire 6 mois si on arrive à faire quelque chose tout de suite, tout pile. Mais on a à peu près 1 an et après ça continue de se développer, mais on va dire 1 an à être dans cette phase 1 où c'est très 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 rapide, où les remontées sont rapides et on doit tout de suite appliquer le changement, quoi. Il n'y a pas de rugby woman par contre. Justement, tu parlais de phase 1, phase 2, je comprends, c'est quand ton entreprise elle va commencer à décoller un peu. Ouais, alors c'est vrai que je parle de phase, pas par rapport vraiment au niveau développement, mais par rapport au niveau de la boîte. C'est-à-dire que dans une boîte, généralement, on identifie à peu près entre 2-3 phases, ça dépend généralement 3 phases. Et il y a la phase 1 qui est le bootstrapping, la phase 2 qui est la structuration, la phase 3 qui est l'explosion, le scale. Et justement, d'où ma question qui est arrivée, c'était quel genre d'objectif que vous posez pour savoir si vous passez d'une phase 1 à l'autre? Enfin, c'est quoi est-ce que c'est économique? Est-ce que ça dépend du nombre de clients? Ça dépend du business model, s'il est établi ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir un business model sur ce que tu crois être juste. Tu vas le poser, tu vas le tester. Tu vas avoir des retours, ça va pas être bon. Ça sera jamais parfait, mais il faut aussi savoir qu'est-ce que tu as envie, comment tu veux que ce soit. Quand ton business model a été éprouvé et validé, là tu peux te dire ok, structuration, explosion. En fait, c'est au début, par exemple, je vais prendre l'exemple que j'ai eu, auquel on a été confronté, c'est-à-dire qu'au début on faisait la mise en relation comme notre cher concurrent Helpling d'auto-entrepreneurs avec les clients. Ce qu'on faisait au début, mais on n'avait aucun contrôle sur la qualité, aucun contrôle sur les personnes qui travaillaient avec nous, on ne pouvait pas leur forcer de faire des formations, on ne pouvait pas avoir un retour qui soit qualitatif, ce que nous on voulait proposer, ce que nous on savait où il y avait un marché. Et du coup, on a arrêté. On a arrêté avec eux et on a pris en CDI des femmes qui venaient majoritairement, enfin à 100% de l'hôtellerie. Et ça, c'est un gros changement de business model. C'est ce qui va caractériser ton business model. Et une fois que tu as trouvé vraiment l'essence de ce que tu veux faire, l'expérience que tu as envie d'emmener à ton client, là, tu peux te dire, c'est bon, on structure, on met en place des process, on fait en sorte que ce que je fais, je puisse le dupliquer. En fait, c'est ça. C'est comment tu dupliques. Parce que exploser, tu exploses pas en... ou sinon tu exploses en plein vol. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Beaucoup de startups se sont plantées comme ça. Et j'en connais. Ils sont très bien réussis. Ils ont eu des startups en 280 millions. Wow. Et puis ils ont explosé. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié de gérer. Ils n'ont plus la vision sur ce qu'ils faisaient. Ils ont mal géré le financement. Ils ont trop vite. C'est dangereux. Pas assez vite. C'est dangereux parce qu'aujourd'hui, tu te fais bouffer par les autres. Je t'ai entendu, mais c'est pour... C'est quoi exactement l'erreur d'aller trop vite? Parce que si on va vite, c'est bien. Enfin, ouais. Si on va vite, c'est bien. C'est bien. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est que tu vas pas trop vite. C'est-à-dire que
Il n'y a pas C'est trop quoi, vite. c'est quoi aller trop vite alors? Trop vite, c'est quand tu te rends compte que en fait, ta boîte meurt à cause de la vitesse de ta croissance. Ça, c'est aller trop vite. C'est-à-dire que si tu vois trop gros, par exemple, un exemple que j'ai eu il y a quelques années, là, qui n'a rien à voir, c'est une boîte qui faisait des chantiers pour les comment ça s'appelle? Prenait des chantiers pour installer tout ce qui est gaine électrique, etc. Il a pris un chantier à 1 million, alors que lui-même n'avait pas la capacité en un an d'assumer cette somme. Il y a eu un retard de paiement, ils ont fait faillite. Parce qu'évidemment, il faut savoir que quand on a des sommes comme ça, généralement c'est attendez, on va vous faire le paiement, etc. C'est un petit exemple, c'était une entreprise, c'était pas une start-up. Et la start-up voit exactement les mêmes schémas. C'est-à-dire que si demain tu vas prendre des sous pour dire voilà, moi je lève des fonds, je vais générer tant parce que je vais chercher mes clients grâce à ces fonds-là. Parce que je vais embaucher un mec qui sait le faire, parce que je sais qu'en mettant tant de sous, je vais avoir tant de clients. C'est ce que tu dis. Tu vas le faire, mais tu n'auras pas assez de clients. Arrivé au bout du compte, tu auras eu de l'argent et tu n'auras toujours pas de clients. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas relever des fonds, etc. Je ne sais pas. Peut-être que si tu avais pris un peu plus de temps, que tu avais un peu plus structuré ou établi ton business model, peut-être que tu aurais fonctionné. C'est tout dans le timing. Je dis pas que aller trop vite c'est mauvais. Tu peux aller un peu trop vite et pas te planter. C'est très bien. Moi, je le souhaite à tout le monde. Mais maîtriser, c'est quand même un atout parce que il faut savoir aussi que donc si vous faites des startups qui valent 1 million, 100 millions, je sais pas ce que vous voulez. Si vous allez vite, ça veut dire que vous, généralement, sauf exception, vous prenez des fonds d'investissement. Si vous prenez des fonds d'investissement, ça veut dire que vous perdez votre boîte. Vous avez une petite part d'un gros gâteau, mais vous perdez quand même votre boîte. Et tout dépend en fait aussi de ce que vous avez envie de faire. Là, d'ailleurs, je vais parler juste d'un point qui moi me tient à cœur, parce que nous, on développe la boîte comme si on était des vieux schnocks et on a envie de tout garder. Aujourd'hui, beaucoup de personnes développent leur start-up pour l'exit. Donc, je lève des fonds. Elle vaut, je sais pas, 5 millions. C'est ma première start-up, elle vaut 5 millions, je suis content, je la vends. J'avais 5% à la fin, donc j'ai 5% de 5 millions. Bon, il y en a qui cherchent ça. Il y en a, ils cherchent à la garder, il y en a, ils cherchent juste à avoir le plus gros gâteau possible, même s'ils ont une petite part. Voilà, après, c'est un état d'esprit. Il n'y a pas de mauvais état d'esprit. Il faut pas voir ça, je suis pas en train de cracher à la tête de ces gens-là. Je dis juste que chacun voit midi à sa part, chacun fait comme il veut. Et tu peux aussi te dire que tu vas être baqué par de l'argent qui n'est pas le tien, qui va te manger, juste parce que tu as envie d'aller très 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 vite. Mais c'est un choix. Ça va trop vite pour moi, parce que moi j'aimerais plus garder de la boîte. Pour d'autres, c'est parce que eux, c'est ce qu'ils veulent. Donc voilà. Faut savoir faut pas obligé de lever des fonds à chaque fois, quoi. Enfin, Ouais. c'est pas. Enfin, moi j'entends souvent dire que. Je remarque que les gens ils lèvent des fonds, puis ils cherchent l'idée, puis ils font l'idée. Et après ils se plantent. Mais si on réfléchit au produit directement, et on a un bon produit, et on trouve la bonne équipe pour faire ce produit, il n'y a pas besoin de lever des fonds. Tout dépend de ton produit. En fait, par exemple, je vais prendre notre exemple, nous on n'a pas besoin de lever de fonds pour l'instant. Là, on fait que de lever de la dette, ça va faire 1 an et demi, on va encore faire 1 an et demi comme ça à peu près. On va faire donc du coup 3 ans sans lever de fonds. Je pense qu'on va arriver à un moment donné où on sera obligé de lever des fonds si on veut aller à l'international, parce que là on doit débloquer des coûts d'investissement qui sont colossaux. Là on sera peut-être obligé. Mais c'est vrai que jusque-là, on pourrait ne pas en lever, mais du coup, on ferait peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, je touche du bois. On ferait peut-être New York. Mais au lieu de faire New York, Berlin, Madrid et puis Luxembourg en même temps. C'est un choix. Toi, il y a le choix entre aller vite au niveau géolocalisation, aller vite au niveau accélération de ta croissance pure, de ton business model. Enfin voilà, il y a énormément de variables à prendre en compte et c'est à toi de dire ok, moi je veux ça, je veux ça. C'est tes choix. Il y a pas de mauvais choix, ce sont des choix. Et donc je crois que ta question c'était est-ce qu'on peut y aller sans lever de fonds? On peut. Je connais une boîte qui a maintenant 8 ans. Ils font du babysitting avec des gens qui parlent anglais, enfin les langues étrangères.
Et ils n'ont pas levé de fonds en 8 ans. Et maintenant, ils sont très très bien. Mais il faut attendre 8 ans. Bonjour. Bonjour. Tu nous as montré tout à l'heure une très belle, pas une pyramide, mais avec tous les métiers du web. Mm. Qu'est-ce que tu conseillerais pour une personne qui commence? À ton avis, c'est quoi la meilleure porte d'entrée? Est-ce qu'il y a des mauvaises portes d'entrée? Et qu'est-ce que toi, tu conseillerais? Il n'y a pas forcément une seule bonne réponse. Non, mais je n'ai pas la solution à ta question. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de préférence. Je dirais que la meilleure porte d'entrée, c'est celle que tu vas expérimenter, c'est celle qui va te faire kiffer. C'est là où tu vas être bien, quoi. C'est pas forcément fais tel langage, fais tel truc, machin. Non, c'est plus qu'est-ce qui te fait kiffer, quoi. Et va dessus. Je sais pas si je réponds bien à ta question, parce que est-ce que tu peux la formuler autrement? Peut-être que je pourrais y répondre mieux, mais Bah, je me disais qu'il y avait peut-être certains. Parce que par exemple, tout à l'heure, tu parlais des bases de données en te disant on peut être expert dans ce genre de truc. Et je me dis qu'une personne qui débute et qui a envie, tu vois, d'avoir une vue assez d'ensemble finalement sur un peu tout ce qui se fait, si tu vas très rapidement sur quelque chose de très spécialisé, tu peux devenir très bon dans ce que tu fais, mais pas forcément avoir le recul pour comprendre tout l'écosystème autour de toi. Et ma question était un peu dans ce sens-là. Finalement, est-ce qu'il y a une de ces portes d'entrée qui permettrait d'avoir une bonne vue d'ensemble sur tout pour bien tout analyser et savoir ensuite ce qui nous fait kiffer justement? Parce que c'est dur de l'extérieur de savoir où est-ce que tu vas t'amuser. ouais, mais dans ce cas-là, tu testes tu testes. Tu prends du React Native, tu testes, tu fais ton application, tu prends du Node.js, tu prends du Django, tu prends ce que tu veux au début, rien que côté applicatif. Après, tu vas essayer de monter tes serveurs, tu peux essayer de monter tes VM, tu peux essayer de monter avec Docker, tes trucs, tes machins. Tout ce qu'on fait à 42 en fait. Et donc je dirais qu'il n'y a pas de... Si tu veux prendre un stage, il n'y a pas vraiment de stage qui soit particulièrement mieux qu'un autre. Il y a juste... au début, tu feras forcément un peu de tout. Tu feras forcément un peu de tout, et s'il ne te le fait pas faire, tu demandes à le faire. En fait, c'est ça. C'est est-ce que tu seras assez curieux pour le demander ou pas. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, donc on est 7 devs, ils me demandent, enfin je leur demande, et puis ils font un peu, pas ce qu'ils ont envie, toujours en cohérence avec ce qu'on fait, mais en tout cas, j'essaye toujours d'ouvrir le champ des possibles au maximum. Donc tu vas trouver plein de boîtes comme ça. D'ailleurs, une que je conseille, Mano Mano, qui fait beaucoup ça. Bonjour, Ouais. merci. Est-ce que tu nous conseillerais en fait de monter une boîte, toi qui as vu le côté stage et donc qui a une idée du métier de dev et donc qui a participé à la création d'une boîte? Est-ce que tu dirais que le jeu en vaut la chandelle? Le jeu en vaut la chandelle. Expression de... Qu'est-ce que de- tu recherches? Bah, je pense un peu comme tout le monde, il y a un côté très excitant à créer une boîte, mais comme tu disais, je pense que tu es quelqu'un qui travaille aussi énormément. Parce que parfois tu te dis que, je sais pas, t'as peut-être perdu ta jeunesse. Non, mais je sais pas du tout. Et en plus, toi ça marche pour toi, mais il y a plein de gens pour qui ça marche pas. Donc, enfin, justement, c'est ton retour qui m'intéresse, quoi. Alors j'ai déjà perdu ma jeunesse parce que je suis plus aussi jeune que ça. Je suis rentré à 42 à 26 ans. Ou 25, je sais plus quel âge j'avais. 25. Et donc du coup, non, évidemment que je perds rien du tout. Parce que c'est ça qui fait que tous les jours je me lève le matin et je souris et je rechigne pas du tout à aller au boulot. Enfin, c'est à chaque fois un kiff, quoi. C'est toujours. Enfin, j'ai toujours fait ce que je voulais. Hein. Enfin, pas ce que je voulais, ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que si j'avais pas envie de faire quelque chose, en tout cas, je le faisais pas. C'est pour ça qu'à 42, après 6 mois où tu viens à 90 heures par semaine, tu fais bon, j'arrête et je fais autre chose. Moi, parce que je me lasse. Et là, tu vois, ça fait 1 an et demi, je me suis toujours pas lassé. Donc c'est quand même assez cool. Après, sur la première phase, est-ce que je te conseillerais de faire une startup? Évidemment. Et puis, tu peux la faire avant de rentrer à 42, après, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est startup, entreprise, ce que tu veux. Du moment que tu aimes créer, crée. Ok, merci. Il y avait des questions au fond là, depuis tout à l'heure. Si on pouvait leur passer le micro. Je veux savoir, par exemple, si on fait beaucoup de C, on fait pas beaucoup de web, et comment on fait par exemple pour les stages, vu qu'on n'a aucune expérience, ni en Node.js, ni rien.
ce sera une expérience qui va t'apprendre un peu plus le métier effectivement que coder. Parce que coder, tu sais très bien coder si tu fais du C. Tu fais du C pendant 6 mois ici, t'inquiète pas, tu peux coder à peu près n'importe où. Ce que tu veux. Peut-être en un an. En 6 mois, on va dire que clairement dans le web, tu fais ce que tu veux. Normalement, à peu près. Par exemple, les entreprises elles demandent des prérequis et disent on a besoin de quelqu'un qui fait du Node.js, du React, des choses. Ouais, je vois ça. Alors ça, c'est quelque chose qui me fait pas beaucoup rire, hein, mais moi, je demande rien de tout ça. Pourquoi? C'est surtout le pourquoi qui est intéressant. C'est parce que je viens de cette école. Les personnes qui demandent ça, je pense pas qu'ils viennent de cette école. Ils comprennent pas que, en fait, on peut s'adapter très facilement et très rapidement. Si on est motivé, si on a l'envie, si on est curieux, si on a la bonne mentalité, quoi. Et ça, c'est ce que je recherche principalement. Et je pense que si c'est une boîte qui recherche ça aussi, et elles vont t'accepter que tu fasses du C ou que tu fasses de la dentelle à côté en hobby. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour voir tous mes collègues, etc., aujourd'hui, ils cherchent plus des profils, des mindsets, plus que des compétences. Surtout quand tu prends un stagiaire, tu t'en fiches un peu de qui sache coder en Node.js ou pas. À moins que tu cherches un senior ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut pas avoir peur, même s'il demande de l'expérience en Node.js, tu lui dis non, j'ai pas d'expérience en Node.js. Par contre, j'ai envie d'apprendre. Et ça, généralement, n'importe quelle boîte te dira bah viens apprendre. Il y a aucun souci là-dessus. C'est pas aujourd'hui, à l'époque, c'est peut-être ce qu'on recherchait. Aujourd'hui, maintenant, c'est fini avec cette mentalité-là. Je te dis, c'est à moins que ce soit des gens qui sont un peu trop carrés dans leur tête. Ils accepteront que tu viennes de 42, que tu fasses du C et tout ce que tu veux. Après, j'avais une autre question pour savoir. Alors, tu parlais, par exemple, d'implanter le site à New York ou dans d'autres grandes villes. Mais qu'est-ce qui empêche en fait d'ouvrir le site directement dans les autres grandes villes? Après, il faut faire des levées de fonds, des choses comme ça. Alors, le site, on peut l'ouvrir. Mais alors, l'opérationnel, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on est 3 dans la boîte, là, aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais pas dans quel domaine vous voulez faire votre boîte pour ceux qui veulent la faire, mais vous avez des domaines tellement divers et variés que si moi, demain, je fais que de la tech, ouais, je peux pouvoir ouvrir là-bas, dans le monde entier. Si demain, je fais que... Et encore, j'aurai sûrement des problèmes techniques au niveau serveur. On fera du CDN. Mais si je fais, par exemple, je sais pas, du e-commerce, là aussi, je vais pouvoir facilement aller à l'étranger. Et encore, je ne sais pas, ça se trouve, j'aurai des problèmes logistiques qui vont arriver et impacter ça. Donc, je vais devoir adapter mes prix par rapport à l'étranger. Et c'est la même chose pour nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose des femmes de chambre aux particuliers. J'en ai pas encore aux États-Unis. Oui, là, il faut Donc, en fait, c'est toute la structure opérationnelle dont je parlais tout à l'heure, où en fait, on arrive à un modèle. Une fois que tu as confirmé ton modèle, tu le dupliques. On n'est pas encore là. Et c'est au moment de la duplication que tu pourras le faire. Et tu arrives dans une ville et tu crées ton modèle que tu as déjà créé à Paris, mais tu le fais ailleurs. Ça, c'est possible. Et nous, c'est pour ça qu'on peut pas aujourd'hui. Non, c'est 100% web, on peut le faire. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de... C'est... Ouais. Ah ouais. C'est pour ça que Facebook a si bien fonctionné. Est-ce que tu penses que pour un dev qui veut monter sa boîte aujourd'hui, il faut forcément qu'il s'associe avec par exemple un commercial ou quelqu'un qui sait vendre le produit au final? Est-ce que c'est quelque chose de 100% nécessaire? C'est pas nécessaire. Mais après, faut voir autre chose. C'est que tu seras tous les jours tout seul. Est-ce que tu pourras tous les jours tout seul, toi, te lever le matin et faire ta boîte, mais alors tous les jours tu te lèves, il y a des merdes, hein. C'est le quotidien, il y a toujours des merdes et t'es là, tu te lèves, tu vas les résoudre, t'as des problèmes. Est-ce que quand t'as des hauts c'est bien, quand t'as des bas est-ce que tu vas survivre tout seul? Ça, c'est plutôt des questions de mindset qu'il faut se poser, des questions sur ta personnalité, je pense, plus que côté technique. Si t'es curieux, tu peux faire du marketing. Si tu es curieux, tu peux faire de l'opérationnel. Je sais pas ce que tu veux faire, mais tu peux tout faire si tu le veux, si tu as les capacités. Mais un jour ou un autre, de toute manière, tu t'entoureras des gens qui auront des compétences plus expertes que les tiennes. Forcément. Parce que tu n'auras pas le temps tout simplement de les faire, ces choses-là.
Après, c'est à toi de savoir si tu vas pouvoir construire ce que tu veux tout seul. T'associer, c'est pas forcément obligé. Tu peux embaucher aussi très vite quelqu'un qui le fait. En tout cas, il y a vraiment cette vision de se dire, je serai tout seul. Est-ce que ça, tu peux le supporter? Ça va? Le 18, je peux appeler si. Du coup, Il s'excuse. vous avez dit que vous n'avez pas fait de levée de fonds, mais comment vous faites pour payer les développeurs? Et vous, est-ce que vous payez en tant que CTO? Et au niveau de la répartition des parts aussi d'entreprise, comment ça se passe quand on est CTO, par exemple? Alors, il y a eu 3 questions. Oui, 3. Je vais essayer d'y répondre. Au niveau de comment on paye les développeurs, bah, on a des femmes de chambre qui travaillent et qui rapportent de l'argent, et donc du coup on peut les payer. Ça, c'est la première. On a fait des levées de dettes aussi, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça nous permet de faire des coûts d'investissement. Donc payer des gens qui rentrent chez nous avant même d'avoir les moyens de les payer. Ça sert surtout à ça. On sait qu'on aura les moyens, mais on les prend avant pour structurer. Et donc je me souviens plus des autres questions. Est-ce que tu peux répéter Et pour les parts, les répartitions? Ah oui, répartition des parts. Alors, ça dépend aussi de toi et de ton expérience, quoi. Moi, je suis arrivé au tout début, donc j'ai le droit. Et puis, j'étais complètement à l'opposé de ce que faisait. Donc, j'ai le droit à quand même une partie, une bonne petite partie. Ça dépend de ton business. Si ton business, c'est 90% de tech et 10% de commercial, peut-être que le commercial, tu vas pas lui donner la majorité de ta boîte. Enfin, tu vois, et peut-être qu'il va arriver 3 mois après. Enfin, il y a énormément de facteurs qui font que c'est au feeling. Généralement, quand même pour te donner une fourchette, qui n'est pas du tout la mienne, mais en tout cas, ce que je sais de ce que j'ai vu dans les boîtes que j'ai pu fréquenter, il n'y en a pas eu non plus des millions, mais il y en a eu quand même pas mal, et c'est autour de 10%. Mais c'est des gens qui arrivent après. Généralement, en fait, tu vas avoir des gars de HEC ou autres qui vont dire tiens, il faudrait que je fasse. J'ai envie de faire ma boîte. Et tiens, en fait, il manque quelqu'un en tech. Et ils vont prendre quelqu'un. Et c'est entre 5 et 10. C'est généralement ce qui est proposé. Mais alors, t'inquiète pas que tu peux avoir beaucoup plus si tu te lèves tôt le matin. Si tu te réveilles tôt. Et voilà. C'était à peu près ça que tu me posais comme question. C'est les répartitions des parts. C'est tellement compliqué de répondre à ça. Je veux dire, si c'est toi qui montes ta boîte, tu auras 100% des parts. Si c'est toi qui montes ta boîte et qui va prendre un associé, c'est toi qui va lui dire mais moi je veux bien m'associer à toi, mais tu prends tant de parts. Et c'est à toi d'imposer les règles. Donc il n'y a pas vraiment de règles définitives. C'est juste qu'effectivement, des personnes que j'ai fréquentées, c'est ce qu'ils ont eu, mais je pense qu'ils se sont fait avoir. Et au niveau de la raison sociale, par exemple, de la start-up, c'est une SAS, Oui. C'était la question. En fait, tout à l'heure, j'étais absorbée par votre site et le compte Instagram, et donc vous avez aussi ponctuellement des CM ou Des CM? community manager? Non. Ou vous faites toute votre communication vous-même? On fait tout avec la team Gros Sac. D'accord. C'est-à-dire qu'on développe des outils en interne qui nous permettent de pouvoir acquérir du lead client, acquérir des choses sur toutes les plateformes, LinkedIn, Facebook, etc., Instagram, et l'influence, les influenceurs sur Instagram, effectivement. On a beaucoup de ça. Je vais prendre une dernière question si quelqu'un veut. Attends, je te donne le micro pour la télé. C'est quoi vos outils de growth hacking? Qu'est-ce que vous utilisez comme... il y en a plein de trucs d'analytique. C'est quoi le plus grosse partie de votre stack growth hacking? Alors, je vais pas pouvoir tout dire. Vous faites pas tout à la main. Il y a Alors, des trucs que vous utilisez des third parties, enfin des... Alors, on a fait tout en interne aussi, ouais. C'est un parti pris aussi. Alors, tout. Évidemment, on communique avec certaines API qui nous permettent de faire les choses rapidement. Mais sinon, API, désolé. Maintenant, je dis API, j'en ai marre de dire API, ça prend trop de temps. Ouais, on a tout développé en interne, pratiquement.
Quel outil gros sac? Je peux parler plutôt des méthodes, c'est-à-dire que c'est plutôt comment est-ce que tu vas choper du client, comment tu vas choper en fait des profils que tu peux embaucher. Aussi côté femme de chambre, on a vraiment deux côtés hein, chez nous, reliés par la tech. C'est le côté où on embauche les femmes de chambre qui descendent sur le terrain et le côté où on a les clients qui descendent aussi sur le terrain grâce aux femmes de chambre. Donc les deux sont importants parce que dès que tu prends 10 clients, il faut ajouter une femme de chambre. Mais il faut en avoir assez pour avoir les 10 clients. Mais si tu as 20 clients et que tu n'as pas ta femme de chambre, voilà. Donc c'est toujours. Donc quand je parle de gros hacking, ça va être tous les outils qui vont nous permettre de descendre un maximum de leads, que ce soit côté RH que côté marketing. Et après, je laisse ton imagination pour trouver des idées d'outils qui peuvent servir. Et c'est assez intéressant. Ouais. Voilà. Bon, toute dernière, alors, je ne sais pas si la personne qui vient après est déjà là, mais si c'est le cas, il faut que je libère la place. Non, en fait, c'était pourquoi Nobo? Ah, bonne question. Nobo, parce que à l'époque, il y avait cette réflexion autour de la démocratisation du majordome. Le majordome, on voulait qu'en gros, nous, on veut proposer des services hôteliers. Aujourd'hui, on fait ça, mais à terme, aujourd'hui, on le fait déjà. On propose tous les services connexes à ce qu'on trouve dans un hôtel. Donc, la blanchisserie, les fleurs, tout ce que tu veux, les courses. Et donc, en fait, ça veut dire no botaille. Parce que le botaille, c'est le nœud de papier en anglais, ça désigne fortement le majordome. Donc, voilà, c'est... de bataille. Bon, je vous remercie.